Rendons à César ce qui est à César et à Copernic ce qui est à Copernic. Copernic, vous en avez tous entendu parler. Il avait 3 qualités principales. Il était chanoine, scientifique et polonais. De ce fait-là, sachez que Nicolas Copernic s'appelle en VO Mikołaj Kopernik. Oui, je vous rappelle que le polonais, c'est pas compliqué, mais c'est pas gagné non plus. Il est probable que beaucoup se demandent parmi vous, qu'est-ce qu'un chanoine? Eh bien, pour faire simple, il y a essentiellement 2 races de chanoines. Il y a ceux qui vivent ensemble dans une abbaye, comme des moines. Mais ce qui les différencie des moines, entre autres, c'est qu'ils peuvent avoir une activité ou une profession en dehors de l'abbaye. Par exemple, je connais un chanoine qui est avocat. Vous connaissez au moins 2 abbayes avec des chanoines. Bon d'accord, je reconnais, ce n'est pas forcément le caractère spirituel qui rend ces abbayes célèbres. Et je suis obligé ici de vous dire l'injonction du ministère de la Santé. Buvez avec modération. Mais buvez. C'est le ministère qui le dit. Oui, c'est un moyen très agréable de soutenir ces 2 abbayes. Il y a aussi des chanoines dans les diocèses. C'est souvent un titre honorifique. Le chanoine est rattaché à une cathédrale et il a pour mission, entre autres, de prier pour l'évêque et son diocèse. Nicolas Copernic faisait partie de cela. En tant que chanoine, l'évêque avait demandé à Copernic d'être en quelque sorte un super secrétaire, un superintendant qui gérait le diocèse. Il était également le médecin de son évêque. Et il était tellement bon que tous les évêques successifs l'ont tous choisi comme médecin personnel. Au fait, à l'époque de Copernic, Laënnec n'avait pas encore inventé le stéthoscope. Mais notre dessinateur n'y connaît rien. Nicolas Copernic est surtout connu pour sa passion pour l'astronomie. En clair, Nicolas Copernic avait oublié d'être idiot. C'est dingue ça! Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein? Copernic ne cesse de se passionner pour les astres. Ses observations lui font penser que le modèle sur le mouvement des planètes, jusqu'alors en vigueur, n'est pas satisfaisant. Et c'est là qu'il imagine ce qui est alors impensable. Ce n'est pas la Terre qui est le centre de l'univers, mais notre planète tourne autour du Soleil. Plus il calcule et plus ses résultats le conduisent à cette hypothèse. Quand on parle de révolution copernicienne, cette appellation n'est pas exagérée. C'est une véritable révolution. Copernic a bien conscience de la nouveauté de son hypothèse, et il a sans doute craint les conséquences que cela allait entraîner. Pourtant, le cardinal Nicolas von Schönberg a été séduit par la nouvelle théorie de Copernic, et il le pousse à publier. Le cardinal propose même d'éditer des copies à ses propres frais. Finalement, Copernic publie son livre en le dédiant au pape en 1543, l'année de sa mort. Dans un premier temps, son livre ne provoque guère de réaction. Il faudra attendre 73 ans pour que l'Église catholique mette ce livre à l'index. Pourquoi attendre presque 75 ans pour condamner un livre? Eh bien, en 1616, il y a un certain Galilée qui fait des siennes. Attendre 73 ans pour condamner un livre, pourtant connu dès sa publication, me fait penser que le personnage de Galilée provoquait peut-être plus de difficultés que les idées mêmes qu'il défendait. Mais ça, c'est une autre histoire que nous aborderons dans notre prochain numéro. Pour aujourd'hui, retenons que le premier homme à avoir proposé que la Terre tournait autour du Soleil était un chanoine catholique, et cela bien avant Galilée, parce que, qu'on le veuille ou non, on est bien obligé de reconnaître que si c'est catho, c'est pas idiot. Saviez-vous que Sainte Thérèse d'Avila était morte dans la nuit du 4 au 15 octobre 1582? Non, je n'ai pas bu. Non, laissez-moi vous expliquer. Le monde a vécu pendant 16 siècles avec le calendrier julien. En effet, nous sommes en 46 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est pas ça. Cette année-là,
Jules César met en place un nouveau calendrier, qu'on appellera le calendrier julien. Il instaure les années bissextiles. C'est alors un progrès. Mais au XVe siècle, on se rend compte que ce calendrier a quelques failles. Notamment, il a pris du retard. 10 jours pour être précis. On ne pouvait pas continuer ainsi. On aurait fini par fêter Noël en plein été. Ho ho ho, joyeux Noël! De plus en plus pitoyable. Créer un nouveau calendrier, ça ne va pas de soi. Il y a eu plusieurs tentatives. Copernic a été consulté, mais il faudra attendre le pape Grégoire XIII pour que l'on adopte enfin un nouveau calendrier. Notre calendrier. Et il faudra plusieurs années, voire plusieurs siècles, pour que les différents pays du monde adoptent ce calendrier grégorien. Par exemple, la Turquie a appliqué ce calendrier en 1927, là où l'Espagne l'a fait dès 1582. Et de manière arbitraire, il fut décidé que le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 serait le vendredi 15 octobre. Et figurez-vous que c'est cette nuit-là que Thérèse d'Avila est passée de vie à trépas. Elle n'avait pourtant pas besoin de ça pour se faire remarquer.